Après de telles introductions, le résultat risque d'être décevant, mais je ferai quand même de mon mieux. Une question de vocabulaire qui est une question de génération. Ma génération a été élevée dans l'atmosphère, dans l'actualité permanente de ce qu'on appelait le conflit israélo-arabe. Or, si vous observez ce que nous indiquent les médias aujourd'hui, on nous parle du conflit israélo-palestinien et pour les jeunes générations israélo-arabes sont un peu tocards, vieillis, etc. Et le sens un peu de cette courte conférence sera de vous montrer qu'il existe en effet deux choses, qui est d'une part le conflit israélo-arabe et d'autre part le conflit israélo-palestinien. Et que, évidemment, ces choses sont mêlées du point de vue des séquences chronologiques. Mais on pourrait trouver aussi d'autres entrées pour analyser ce phénomène historique. Celle que j'ai utilisée jadis dans un livre qui s'appelait « La lutte pour la Palestine », reprenant un terme d'un classique publié en 1949 sur le sujet, The Struggle for Palestine, qui est l'opposition entre l'acteur sioniste avant 1948, puis israélien, et l'acteur arabe palestinien. Vous avez le terme que j'ai utilisé sur mes milliers de pages sur la question de la Palestine, qui est donc la multiplicité des acteurs qui sont pris dans ce dossier, multiplicité des acteurs qui dépassent le cadre strictement régional, et nous verrons pourquoi dans un instant. Donc, distinctement, le conflit israélo-arabe est d'une part l'opposition entre les États arabes et l'État d'Israël. Donc ce n'est qu'une partie du sujet de la question de Palestine. Et d'autre part, c'est une séquence temporelle relativement large de plusieurs décennies que nous allons examiner. Mais il faut revenir avant pour comprendre les éléments, car ce conflit, question, lutte, s'intègre dans un ensemble historique encore plus vaste qu'au XIXe siècle, on appelait la question d'Orient et qu'aujourd'hui, à défaut d'autre chose, on appelle les problèmes du Moyen-Orient. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette question d'Orient? C'est le fait que cette région du monde entre la Méditerranée et l'océan Indien est intégrée dans un jeu diplomatique international créé par l'Europe à la fin du XVIIIe siècle et qui est caractérisé par une dynamique permanente d'implication et d'ingérence des puissances régionales et extra-régionales dans les affaires du Proche-Orient. Vous n'avez pas un acteur qui ne compte pas en permanence sur le rôle de telle ou telle puissance régionale ou extra-régionale. Et ce jeu d'implication et d'ingérence peut aller jusqu'à des dimensions extrêmement micro. On peut montrer pour le XIXe siècle que même des luttes de village au Mont-Liban faisaient partie de la question d'Orient. Les archives européennes le démontrent. En même temps, et c'est ça qui rend très spécifique cette affaire politique, c'est que s'il y a des dynamiques d'implication et d'ingérence au nom d'intérêts géopolitiques ou d'intérêts culturels ou d'intérêts religieux, vous avez aussi une permanence de la question d'Orient
qui est celle de la gestion de crise. Depuis 2 siècles, nous passons de gestion de crise en gestion de crise. Le dernier exemple sous nos yeux étant la gestion ou l'absence de gestion de la crise syrienne actuelle, mais on pourrait reprendre les mêmes termes pour 1833, par exemple. Alors, le conflit palestinien a évidemment de multiples dimensions. Et c'est là où il ne faut pas se faire piéger par les sciences politiques. Ce n'est pas parce que tel phénomène historique a telle dimension qu'il n'en a pas d'autres. Et ces autres dimensions ne sont pas contradictoires. Ainsi, si nous prenons l'histoire du mouvement sioniste, nous devons admettre que le mouvement sioniste est un mouvement d'émancipation nationale. C'est aussi un mouvement de normalisation politique du peuple juif, mais c'est aussi un phénomène de colonisation, de peuplement. Et nous devons admettre que ces dimensions ne sont pas contradictoires, ce qui rend évidemment plus difficile et les choix politiques et les options de sortie. Car il en résulte 2 points essentiels. D'une part, une querelle de légitimité entre les acteurs. Si nous admettons la légitimité de l'acteur arabe, à ce moment-là, nous sommes amenés à rejeter la légitimité de l'acteur sioniste et israélien, et inversement, si nous admettons la légitimité de l'acteur israélien, nous rejetons la légitimité de l'acteur arabe ou de l'acteur palestinien. Donc cette querelle de légitimité est absolument permanente et est aussi une des dimensions du règlement possible ou éventuel du conflit. L'autre point sur lequel il faut insister, c'est que la scène palestinienne, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que tout progrès de l'un se fait au détriment de l'autre. Si quelqu'un a 52, l'autre a 48. Pour passer de 52 à 53, ça suppose que l'autre passe de 48 à 47. Nous sommes donc dans un jeu à somme nulle et toutes les tentatives de règlement politique ont toujours tenté d'introduire des logiques faisant sauter le verrou du jeu à somme nulle en essayant de produire du gagnant-gagnant, win-win, mais on n'a jamais réussi à produire du gagnant-gagnant. Enfin, cette terre qui porte tant de noms, en fait, porte un nom essentiel, c'est la Terre Sainte. C'est la Terre Sainte des 3 religions monothéistes, ce qui implique que ce territoire ridiculement petit, un peu plus de 20 000 km², donc un gros département français, a des résonances internationales absolument considérables par le fait des phénomènes religieux, par le fait de la sacralisation double de la terre. Vous avez une sacralisation nationale, puisque vous avez des mouvements nationaux qui s'opposent, et puis vous avez une sacralisation religieuse. Or, la sacralisation religieuse et la sacralisation nationale se confondent pour les acteurs. Ce n'est pas comme en France où d'un côté vous avez Notre-Dame et de l'autre côté l'Arc de Triomphe. La sacralisation nationale et la sacralisation religieuse sont séparées. Ici, elles sont confondues. Le Haram al-Sharif, mont du Temple, est à la fois un lieu saint et un lieu national pour les 2 mouvements nationaux. Alors, l'arrivée des acteurs étatiques arabes présuppose d'abord qu'ils existent. Il faut donc rappeler que cette région
a fait partie de l'Empire ottoman et puis ensuite du système de domination impériale européen, ou plus exactement franco-britannique, dans l'entre-deux-guerres. Et que c'est dans ce cadre de ce duopole franco-britannique sur la région que les États se sont progressivement émancipés. De ce fait, l'acteur politique étatique arabe n'apparaît sur la scène qu'à partir du début des années 1930. Et les États arabes en formation ont été quelque part happés par le conflit palestinien. Ce sont les Britanniques eux-mêmes qui, en 1936, appellent les chefs d'État arabes à demander à la population palestinienne d'interrompre sa grève générale contre la colonisation juive. Ce sont les Britanniques, en 1939, qui, faute d'une représentation politique arabe palestinienne, puisqu'ils l'ont éliminée, sont obligés de traiter avec les États arabes lors de la conférence dite de St. James au début de 1939 sur le sort de la Palestine. Ensuite, la création de la Ligue des États arabes en 1945 fait de la Palestine un membre permanent de la Ligue des États arabes, même si la Palestine n'est pas un État. Enfin, les Britanniques, une nouvelle fois en 1946-1947, appellent les États arabes à la négociation lors de ce qu'on appelle la conférence de Londres. Et enfin, après l'échec de la conférence de Londres et la transmission par les Britanniques de dossiers palestiniens à l'ONU, la commission de l'ONU consulte aussi les États arabes. Donc, dans cette mesure-là, les États arabes, même s'ils auraient voulu se tenir à l'écart, ne le pouvaient pas. La grande puissance tutélaire ou le jeu international impliquait que les États arabes soient acteurs sur cette scène. Or, cette scène palestinienne est aussi une scène du nationalisme arabe. D'une part, le nationalisme arabe devient l'idéologie politique dominante de l'ensemble du Proche-Orient dans les années 1930, en particulier à partir du moment où l'Égypte commence à se considérer comme un État arabe. Ensuite, parce que justement les puissances coloniales étant en retrait, les ambitions régionales s'expriment. Et ce qui s'était produit dans une première phase à l'intérieur de chaque État arabe, c'est-à-dire la compétition des acteurs politiques dans la lutte des libérations nationales, et donc en compétition, on disqualifie ces compétiteurs en disant ils sont les valets de l'impérialisme et de la puissance coloniale, nous sommes les seuls purs et les vrais acteurs. Cette rhétorique de la disqualification se reproduit dans le jeu politique interarabe. À l'époque, deux blocs sont à distinguer. D'une part, le bloc représenté par les deux monarchies hachémites de Jordanie et d'Irak, qui veulent réaliser l'unité arabe à leur profit, et d'autre part, le bloc des opposants, représenté par l'Égypte et l'Arabie saoudite, qui ne veulent pas l'unité arabe, mais qui s'opposent en tout cas au projet des Hachémites, la Syrie et le Liban étant quelque part des enjeux entre ces deux blocs. Autrement dit, la crise qui commence après le vote du plan de partage le 29 novembre 1947 est une crise qui prend les multiples dimensions régionales en compte, puisque les États arabes vont intervenir sur le dossier à la fois au nom de l'aide apportée aux frères palestiniens, mais aussi pour bloquer les ambitions supposées ou réelles
des autres compétiteurs arabes. Alors, les États arabes, dans la séquence qui va du 29 novembre 1947 au 15 mai 1948, ne recherchent pas l'intervention militaire en Palestine. Ce qu'ils veulent, c'est alimenter une guérilla arabe palestinienne qui serait aussi aidée par des volontaires arabes venus des différentes régions du monde arabe se battre en Palestine. Or, cela ne va pas marcher. Cela ne va pas marcher parce que, indépendamment d'autres points historiques, vous aurez en 1948 deux prophéties autoréalisatrices. La prophétie sioniste est de dire que les États arabes vont intervenir militairement en Palestine et que le mouvement sioniste sera inévitablement battu puisque l'implantation sioniste n'est qu'un archipel de lieux en Palestine, archipel de lieux dans une mer arabe. Donc la seule façon de pouvoir résister à la invasion arabe à venir est de vider la mer, c'est-à-dire de chasser les populations arabes palestiniennes. C'est une question de vie ou de mort pour la direction du mouvement sioniste. Mais c'est l'expulsion des populations arabes qui force les États arabes à intervenir militairement, ce qu'ils ne voulaient pas faire au départ. Les prises de décision sont absolument tardives dans les premiers jours de mai 1948, en dépit des avertissements des chefs militaires arabes disant que les forces militaires arabes ne sont absolument pas préparées à faire une telle guerre. Alors, ce conflit de 1948 annonce déjà ce que seront les différents conflits israélo-arabes, c'est-à-dire une guerre par séquence d'extrême violence, mais très courte. Quelques semaines au maximum, puis ensuite un cessez-le-feu, une trêve, nouvelle séquence de combat quelques jours après, 4 jours, 5 jours, 10 jours, on arrête et ainsi de suite. Le mouvement sioniste qui devient l'État d'Israël l'emporte, en particulier parce qu'il se trouve finalement dans la position du combat des Horaces et des Curias. À partir de juillet 1948, l'armée israélienne peut battre chaque armée arabe de son côté, les autres armées arabes ne bougeant pas. De ce fait, en 1949, l'ONU arrive à la conclusion de ce qu'on appelle les armistices de Rhodes. Les armistices de Rhodes sont donc des armistices qui mettent fin au combat entre Israël et les États arabes. Mettent fin au combat, mais ne mettent pas fin à la guerre. L'état de belligérance est maintenu et les positions occupées par les différents belligérants ne sont pas considérées, selon les armistices de Rhodes, comme étant des territoires militairement, enfin légitimement tenus. La question des frontières reste ouverte. À Rhodes, on renvoie à la question du règlement politique à une commission de conciliation de l'ONU qui échouera dans ce travail. Non seulement Rhodes maintient l'état de belligérance, mais il crée de nouveaux contentieux, puisque maintenant nous avons des lignes d'armistice dont les contours ne sont pas très clairs, qui comprennent des enclaves, des zones démilitarisées, et qui créent ainsi toute une série de nouveaux contentieux
qui seront là non pas des contentieux proprement palestiniens, mais des contentieux territoriaux entre Israël et les États arabes. Avec toujours la question de fond, à qui appartient la Palestine? Par exemple, dans la ligne d'armistice entre la Syrie et l'État d'Israël, il y a une vaste zone démilitarisée qui se trouve dans l'ancienne Palestine mandataire. Pour Israël, ce territoire appartient à l'État d'Israël. Pour les Arabes, au minimum, c'est encore à discuter, puisque de toute façon, les Israéliens ne sont pas, puisque c'est un territoire démilitarisé. Et donc, vous avez là un exemple parfait de contentieux. Pour l'Égypte, la présence d'Israël à Aqaba, sur le golfe d'Aqaba qui donne accès à la mer Rouge, est contraire à l'armistice de Rhodes, puisque Israël a occupé Aqaba après l'armistice de Rhodes, et pour les Égyptiens, contrairement à l'armistice de Rhodes. De ce fait, l'Égypte va bloquer tout transit par le canal de Suez à destination d'Israël, au nom d'ailleurs de la protection du territoire égyptien, et va interdire la circulation des navires israéliens par le golfe d'Aqaba. Donc nous avons là un contentieux sur les voies d'eau, savoir si le canal de Suez et le golfe d'Aqaba sont des voies d'eau internationales ou non. Alors, de ce fait-là, alors que l'acteur arabe palestinien a disparu, il faut bien comprendre, en 1949, l'acteur palestinien a été éliminé. La Cisjordanie a été annexée par la Jordanie, la bande de Gaza est administrée par l'Égypte. Il y a bien un représentant de la Palestine à la Ligue des États arabes, mais c'est le seul représentant politique existant des Palestiniens, et il a été désigné par la Ligue des États arabes elle-même. Alors nous avons, dans les années 1950, le fait que ce conflit israélo-arabe va se greffer au grand conflit de la période, qui est celui de la guerre froide. Nous aurons donc successivement une guerre des frontières, c'est-à-dire un conflit à basse intensité entre Israël et ses voisins arabes, qui est composé d'infiltration d'Arabes palestiniens qui essayent de revenir chez eux, puis ensuite de combattre les Israéliens. Comme on a des centaines de kilomètres de lignes de démarcation, on ne peut pas faire de lignes statiques de défense du territoire israélien. Donc la stratégie israélienne va être de frapper les États arabes pour les forcer à contrôler leurs frontières, leur faire du mal pour les forcer à contrôler les frontières. Et là, on est dans toutes les ambiguïtés jusqu'à aujourd'hui du problème de la sécurité israélienne. C'est qu'Israël exige de ses voisins qu'ils soient suffisamment forts pour contrôler les frontières, mais s'ils sont suffisamment forts pour contrôler les frontières, ils deviennent une menace pour l'État d'Israël. Vous voyez le dilemme sécuritaire pour l'État d'Israël. Mais en même temps, on est dans la logique de la guerre froide. La guerre froide, vous savez, les militaires sont parfaits pour préparer la guerre précédente, comme les historiens pour prédire le passé. Donc, les plans de défense de l'Occident prévoient que l'armée rouge, en 3 jours, sera aux Pyrénées et en 15 jours à Suez. Donc, l'Occident devra bloquer l'invasion soviétique sur ces lignes-là, et puis ensuite, vous comprenez, grande offensive aérienne pour détruire le potentiel militaire de l'ennemi, et ensuite un débarquement en Europe,
On refait la Seconde Guerre mondiale. Alors, dans ce cadre, la défense du Moyen-Orient devient vitale. En 1950, les plans de défense occidentaux prévoient la bataille d'arrêt contre l'armée rouge à Suez. En 1952, en Israël. En 1953-54, on est remonté sur le Taurus. Et puis, avec l'intégration et la montée en puissance de la Turquie dans l'OTAN et la montée en puissance de l'Alliance atlantique, la bataille d'arrêt aura lieu sur le Caucase. Donc, il faut absolument, pour les puissances occidentales, intégrer militairement le Moyen-Orient dans le dispositif militaire de défense face à l'Union soviétique. Ce qui implique que les Occidentaux arrivent à obtenir un règlement politique du conflit israélo-arabe. Ce sera donc le cadre d'une grande offensive diplomatique montée par les Anglais sous le nom de plan Gamma, et chez les Américains sur le plan Alpha, à moins que ce soit l'inverse, j'ai oublié. Donc les plans Alpha et Gamma de paix israélo-arabe de 1954 à 1956. Le résultat, c'est la catastrophe, parce que, aucun des acteurs, ni Israël, ni les États arabes, ne veulent de cette solution occidentale, parce que pour eux, ce serait revenir sous la domination occidentale, revenir à l'époque coloniale. Secondement, on est de nouveau dans la logique des ingérences et des implications. Les États arabes, ne trouvant pas d'armement en Occident pour résister à la pression israélienne dans la guerre des frontières, se tournent vers l'Union soviétique, qui en 1955 fournit l'armement, et à l'Égypte et à la Syrie. Et du coup, la guerre froide s'engouffre, et le conflit israélo-arabe va se doubler d'une guerre froide entre l'Est et l'Ouest, plus ensuite une guerre froide entre pays arabes pro-occidentaux et anti-occidentaux. Donc on arrive à un degré de complication absolument redoutable. La guerre de Suez en est la démonstration, puisque la guerre de Suez est née du plan américain Oméga, né après l'échec d'Alpha et Gamma, pour éliminer Nasser du pouvoir en Égypte. On a évidemment la somme des implications. Pour l'Égypte, c'est l'agression tripartite entre France, Grande-Bretagne et l'État d'Israël contre l'Égypte. Quand on regarde les archives britanniques, on a presque un coup au cœur parce qu'on s'aperçoit que pratiquement à la mi-octobre, les Britanniques ne savaient pas s'ils allaient attaquer l'Égypte ou Israël. Ils hésitaient entre savoir quel était l'ennemi le plus important dans la région. Quant à la France, elle avait pensé avec une intelligence redoutable qu'en occupant l'Égypte, elle mettrait fin à la guerre d'Algérie. On ne voit pas pourquoi. Donc, tout ça amène à une série d'échecs, un renforcement des contentieux, puisque Israël est à la fois défini comme l'agresseur par l'ONU, mais en même temps, Israël obtient de fait la liberté de circulation dans le golfe d'Aqaba, de fait parce que ce n'est reconnu que par les puissances occidentales et parce que, en effet, les Israéliens tiennent les positions militaires pour cela. Mais les Arabes ne reconnaissent pas cet accès d'Israël et maintiennent les stratégies de boycott et de lutte économique. Cela dit, l'expérience a été suffisamment douloureuse pour les Arabes pour que Nasser accepte de passer un marché avec les États-Unis. On mettra le conflit israélo-arabe dans, à l'époque on ne dit pas le congélateur parce que ce serait trop moderne, mais dans la glacière, une icebox. Et donc pendant quelques années, on n'en parlera pas.
on n'en parlera pas, donc on va finir par en parler toujours. Parce que le problème, c'est que l'acteur palestinien renaît. Il renaît à partir de la fin des années 1950. Et dans la lutte pour le pouvoir dans la région du monde arabe, il redevient un acteur. C'est en 1959 que le Fatah est créé à Koweït. Et surtout en 1964 que l'OLP est créée, l'Organisation de libération de la Palestine. De ce fait, au milieu des années 60, les États arabes, dans leur lutte pour le pouvoir, dans leur perspective de disqualification de leurs adversaires réciproques, vont faire du slogan « La libération de la Palestine » l'objectif numéro 1 de la politique arabe. Libération de la Palestine, signifiant évidemment la destruction de l'État d'Israël, mais pas nécessairement la création d'un État arabe palestinien. Bien au contraire, puisque nous sommes dans la période unitaire. Et pour les premiers acteurs palestiniens qui reviennent sur la scène, la question fondamentale est de savoir si la libération de la Palestine passe par l'unité arabe ou si l'unité arabe passe par la libération de la Palestine. Pour Nasser, l'unité arabe passe d'abord. Mais comme cette unité arabe devient un objectif de plus en plus lointain après l'échec de la République arabe unie en 1961, c'est quelque part renvoyer la question au calendrier grec. Donc, la décision historique des chefs du Fatah en 1964 est de relancer la lutte armée contre Israël, en sachant très bien que lancer des opérations de commando contre l'État d'Israël ne risque pas d'ébranler la puissance israélienne, mais le but de la direction du Fatah est de forcer les États arabes à entrer en guerre contre l'État d'Israël. Et donc, cela est relativement facile puisque nous sommes à la fois dans une phase d'opposition véhémente entre les blocs arabes entre eux et chacun accusant l'autre bloc de trahir la cause palestinienne. On a le renforcement des contentieux, né des armistices de Rhodes. On a le maintien de l'état de belligérance entre les États arabes et Israël. Et on a de nouveaux contentieux comme la gestion des eaux du Jourdain. Alors Israël essaye de mener une politique de dissuasion en expliquant que si les États arabes touchent à telle ou telle ligne rouge, ce serait des casus belli. Et évidemment, les États arabes ne veulent pas reconnaître ces faits accomplis et imposés par la force, par l'État d'Israël. Alors, je passe sur les détails, j'ai écrit des centaines de pages sur ce sujet, vous êtes libre de les lire, je ne vous le conseille pas nécessairement, mais c'est un autre sujet. En gros, la crise qui commence en mai 1967 a pu être définie par les analystes postérieurs comme la politique de l'erreur de calcul, the politics of miscalculation. La crise est née d'une série de miscalculations faites par l'ensemble des acteurs, arabes, israéliens, occidentaux, etc. Personne n'a voulu cette guerre, mais tous en portent la responsabilité. Et de ce fait, en juin 1967, Israël occupe la totalité de la Palestine mandataire, plus des territoires arabes comme le Sinaï égyptien et le plateau du Golan syrien. Alors, il faut un temps relativement rapide pour arriver à déterminer la nouvelle politique arabe.
le point central est la conférence arabe de Khartoum du fin août, début septembre 1967, qui a été très mal interprétée à l'époque, puisqu'en fait, à Khartoum, les États arabes abandonnent le slogan de libération de la Palestine pour le slogan liquidation des séquelles de l'agression, ce qui revient à dire que les États arabes peuvent entrer dans une logique de règlement politique à condition de récupérer la totalité des territoires perdus en juin 1967. Ce cadre-là explique la possibilité diplomatique qu'a constituée la résolution 242 du 22 novembre 1967, fixant les cadres d'un règlement. Il est à noter qu'il n'est nulle part question dans la 242 d'une paix entre Israël et les États arabes, ni d'une reconnaissance d'Israël par les États arabes. Le seul terme dans la 242 qui y touche, c'est l'expression, qui posera énormément de problèmes, de frontières sûres et reconnues. On reconnaît les frontières, mais pas les États. Il faut dire que les Américains avaient beaucoup de mal à faire admettre une possibilité de reconnaissance, puisque les États-Unis, en 1967, ne reconnaissaient pas l'existence de la République populaire de Chine. Et donc les Arabes disaient, vous voulez qu'on reconnaisse Israël, mais vous reconnaissez d'abord Pékin. Et en effet, c'était un problème pour la diplomatie américaine. Alors, on a donc, à partir de la 242, une médiation internationale qui se met en place, d'abord sous la forme du médiateur de l'ONU, Gunnar Jarring, et puis ensuite, à partir de 1969, de discussions à 4, France, Grande-Bretagne, États-Unis, Union soviétique, ou à 2, États-Unis et Union soviétique, dont le but est en fait d'arriver à une exégèse de la résolution 242. Parce que la 242, elle a très bien fonctionné parce qu'elle était ambiguë, mais quand on veut l'appliquer, il faut sortir des ambiguïtés. Et donc, toutes ces discussions diplomatiques est de savoir ce que les diplomates ont voulu dire. Ce qui n'est absolument pas clair dans la question, avec la complexité supplémentaire que la langue anglaise est d'une absence de rigueur parfaite pour faire des textes ambigus. Donc, on a ça. Les États arabes acceptent dans l'ensemble la 242, étant prêts à concéder contre le retrait des territoires occupés la fin de l'état de belligérance, c'est-à-dire la fin du système créé par les armistices de Rhodes. Mais l'acteur palestinien, il est là maintenant, parce que 1968, c'est la résistance palestinienne. Et la résistance palestinienne, elle rappelle que son but, c'est la libération de la Palestine. Il y a donc création d'une contradiction fondamentale entre la résistance palestinienne, libération de la Palestine, et les États arabes, liquidation des séquelles de l'agression. Tant qu'on n'est pas dans un processus de paix, on peut vivre avec la contradiction. Mais dès qu'on entre dans un processus de négociation, la contradiction, elle explose. C'est ce qui se passe en 1970, quand Nasser accepte le plan Rogers des Américains, de façon très ambiguë. Il y a encore savoir qu'est-ce que voulait Nasser. Ça, c'est un autre problème. Mais du coup, ça amène l'explosion, c'est-à-dire l'opposition frontale entre la résistance palestinienne et les États arabes, ce qu'on appellera postérieurement Septembre noir, qui s'étend en fait de septembre 1970 au printemps 1971 et qui conduira à la liquidation de la résistance palestinienne en Jordanie. Dès lors, le but des États arabes
va être de pouvoir récupérer les territoires. Récupérer les territoires implique d'entrer dans une négociation politique. Or, Israël fait de telles exigences que la proposition israélienne est évidemment inacceptable puisqu'il veut annexer une grande partie des territoires occupés en 1967. Donc la stratégie menée par les deux grands États arabes en question, l'Égypte et la Syrie, va être de provoquer une opération limitée sur la nouvelle ligne de démarcation de 1967 pour forcer Israël à négocier, en plus évidemment d'une nouvelle intervention étrangère. Ce sera la guerre d'octobre 1973, dont les Arabes sont les premiers surpris par leur succès militaire. Ils s'y attendaient pas. Évidemment, l'Union soviétique encore moins, parce qu'elle avait parié sur l'échec arabe. Quant aux Américains, ils n'avaient rien compris au film, parce que les Israéliens leur avaient assuré que jamais les États arabes attaqueraient. Donc, on a eu une crise aux conséquences multiples. Vous savez, il y a eu une alerte nucléaire américaine, il y a eu aussi la conjonction avec le facteur pétrolier qui a amené le quadruplement des prix du pétrole et l'une des causes du changement du climat économique mondial à partir de 1974. Alors je pourrais arrêter là, à la limite, parce qu'à partir de 1973, on entre dans un processus de paix qui, en effet, a pour but la sortie des États arabes du conflit. Et donc de ramener le conflit à sa dimension palestinienne. Mais ce que veulent les États arabes pour sortir du conflit, c'est toujours la même chose. Le retour des territoires perdus en 1967, c'est-à-dire ce qui va entrer dans le jargon de la région, le retour aux lignes du 4 juin 1967. Alors je passe, parce que les négociations politiques sont compliquées, c'est les petits pas de Kissinger, etc. Et ça va conduire à la paix séparée israélo-égyptienne dite de Camp David et de 1978, et du traité de Washington de 1979, où l'Égypte obtient l'essentiel pour elle, c'est-à-dire le retour de la totalité des territoires perdus par l'Égypte en 1967. De ce fait, il n'y a pas eu un marché de dupes, mais il y a eu deux stratégies qui se sont opposées à Camp David et à Washington, qui a été, pour Israël, sacrifier le Sinaï pour mettre hors jeu la principale puissance militaire arabe, et ainsi renforcer l'emprise sur la Cisjordanie et le Golan. Mais du côté égyptien, l'idée est non seulement évidemment de récupérer les territoires égyptiens perdus, mais de créer un précédent qui fait qu'aucun chef d'État arabe ne pourra accepter moins que Sadat, c'est-à-dire le retour aux lignes du 4 juin 1967. Alors là, on a donc, pour les États arabes, le risque de se retrouver dans la situation de Septembre noir. Pour éviter de se retrouver dans la situation de Septembre noir, il faut que la résistance palestinienne devienne un acteur politique entrant dans le processus de négociation. Et donc les États arabes vont faire tout dans ce sens. C'est la résolution du sommet arabe de Rabat qui fait de l'OLP le seul et unique représentant du peuple palestinien, ce qui implique que les Palestiniens fassent partie de la négociation et ce qui implique que les Palestiniens acceptent la constitution d'un État palestinien sur les territoires palestiniens occupés en 1967, mais non plus la libération de la Palestine.
Alors, c'est ce marché qui a eu lieu en 1974 et qui implique que la résistance palestinienne abandonne à moyen terme la lutte armée pour devenir un acteur politique, ce dont Israël ne veut pas. Et donc, Israël ne le voulant pas, en 1982, Israël envahit le Liban pour détruire l'acteur politique palestinien. Et 1982 n'est plus une guerre israélo-arabe, c'est la première guerre israélo-palestinienne. Et à partir de 1982, nous sommes donc entrés dans la nouvelle logique qui fait que le retrait des États arabes laisse la place à l'acteur palestinien. Mais ça veut dire aussi que quelque part, les États arabes abandonnent aussi l'acteur palestinien. Alors, je préfère qu'évidemment on évoque plutôt le reste du sujet dans des questions avec la salle, mais disons, si vous voulez, que l'achèvement de cette démarche est le sommet arabe de Beyrouth en 2002, dans lequel la totalité des États arabes s'engage à faire la paix avec Israël contre l'abandon, enfin le retour de la totalité des territoires occupés en juin 1967, la formule étant un retrait total contre une paix totale, d'où, seconde formule, les territoires contre la paix. Ce qui n'était absolument pas prévu dans la 242. Alors, on en est là pour les États arabes qui, d'une part, se sont retirés du conflit de fait. Aucune armée arabe n'a combattu Israël depuis 1982, puisque l'armée syrienne s'est battue en juin 1982 au Liban. Israël a pu faire la paix avec la Jordanie parce qu'il n'y avait pas de question de retour aux lignes de juin 1967 avec la Jordanie, puisque la Jordanie avait abandonné ses revendications sur la Palestine. Donc la paix avec la Jordanie s'est faite sur la base de la frontière mandataire entre la Palestine et la Jordanie. Et les tentatives de négociations multiples qui ont eu entre Israël et la Syrie, dont certaines sont allées extrêmement loin, en particulier en 1999, ont échoué sur la définition des lignes du 4 juin 1967. Elles ont échoué de peu. On est arrivé à échouer sur le fait qu'Israël et la Syrie ne mettaient pas les lignes au même endroit, à quelques dizaines de mètres de distance. Et en 1999, on aurait pu arriver à une paix israélo-syrienne s'ils étaient arrivés à une définition commune des lignes du 4 juin 1967. Donc évidemment, je vous ai présenté dans cette conférence qu'un aspect partiel de la question de Palestine, mais l'idée que je voulais souligner aujourd'hui est le fait que les acteurs arabes palestiniens sont intervenus évidemment par solidarité arabe, par logique de pouvoir, de zone d'influence dans la région du Proche-Orient, mais qu'avant tout, ils ont agi en fonction des intérêts étatiques et territoriaux des États arabes qui finalement ont été créés par les armistices de Rhodes. Car les guerres israélo-arabes, 56 et 67, ne sont pas nées de la dimension palestinienne proprement parlée, mais bien des contentieux de Rhodes. Et là, on est dans un cadre interétatique classique de revendication et d'irrédentisme étatique. Et de ce fait, les États arabes ont pu se retirer du conflit, laissant la place à l'acteur palestinien.
mais nous mettant aussi dans les impasses actuelles. Je vous remercie. J'ai tenu le temps. Merci beaucoup pour cette belle conférence. On a un peu de temps pour des questions. Est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question? Il y a des micros qui se promènent dans les bords. Ah, là, il y en a deux. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci pour votre conférence. J'ai une question, elle sera simple. Je pense qu'elle nous brûle les lèvres à tous. Est-ce que vous avez, donc brièvement, une opinion quant à la légitimité d'une partie ou de l'autre concernant leur demande territoriale? Merci beaucoup. Je suis historien, moi je suis donc un espèce de notaire. Ce n'est pas moi à définir qui est légitime et qui ne l'est pas. On le dit traditionnellement, une légitimité est le produit d'une usurpation ancienne. Donc, de ce point de vue, je ne peux pas vous dire, mais prenez simplement un point très précis dans les discussions d'aujourd'hui. Les États arabes doivent reconnaître l'État d'Israël. C'est-à-dire, dans la pensée occidentale, reconnaître la légitimité de l'État d'Israël. Pour les Arabes, il est impossible de reconnaître la légitimité de l'État d'Israël dans le sens où ça implique reconnaître la légitimité de l'expulsion des Palestiniens. Et c'est là où on est renvoyé à l'histoire. Les États arabes peuvent reconnaître qu'Israël existe, que c'est une réalité, que ça peut être un partenaire politique, éventuellement économique, mais reconnaître la légitimité totale de l'État d'Israël serait reconnaître la légitimité de la dépossession. Et ça, c'est évidemment inacceptable et pour les Palestiniens et pour les Arabes. C'est ce qu'on a dans la discussion d'aujourd'hui, dans les négociations, quand Israël exige qu'on reconnaisse qu'Israël soit un État juif. Ce qui veut dire interdiction du retour des Palestiniens et ainsi de suite. Voilà, il y a une autre question là-bas, si jamais. Ah, voilà, Madame Orange après. Merci. Juste par rapport à la fin de votre exposé, j'ai eu l'impression que sur le Liban, on est passé un peu vite. Et comme vous avez expliqué bien la situation avec l'Égypte, la Jordanie, la Syrie par rapport à la paix, non-paix, etc., un petit peu d'analyse Liban-Israël? Ah oui, absolument. Évidemment, c'est une question de temps. Comme j'ai expliqué, le problème de la guerre des frontières, c'est que Israël devait forcer ses voisins arabes à se renforcer pour contrôler la frontière, pour empêcher les actions militaires à partir de la zone frontalière contre l'État d'Israël. Ça a marché avec l'Égypte, ça a marché avec la Jordanie, ça a marché avec la Syrie dans un autre contexte. Ça n'a pas marché avec le Liban parce qu'au lieu de se renforcer, l'État libanais s'est effondré. Et la guerre civile libanaise est le produit de cette guerre des frontières, puisque l'État libanais était dans la capacité de contrôler la résistance palestinienne, l'État libanais a explosé. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. Dans la seconde partie de la réponse, c'est que l'État libanais a réussi à créer un contentieux territorial qui n'existait pas auparavant, mais qui avait quelques fondements dans l'histoire locale. C'est un peu compliqué comme formule. C'est-à-dire qu'en 2000, quand Israël évacue le Liban Sud, le Liban, à la demande de la Syrie bien évidemment, a produit des contentieux nouveaux avec Israël. Alors, toute une série, ça ne fonctionnait pas parce que c'était vraiment tiré par les cheveux, mais un qui a fonctionné admirablement, c'est ce qu'on appelle les fermes de Sheba,
et qui a donc créé les conditions pour une nouvelle guerre avec le Liban en 2006, et qui n'est pas réglée encore aujourd'hui. Là-bas, il y avait une question. Merci de me donner la parole. J'aimerais poser au conférencier la question simple suivante. Selon vous, qui a intérêt à ce que cette situation perdure? Vous savez, Raymond Aron avait posé toute son interrogation politique pour savoir si la politique des États devait être rationnelle ou raisonnable, et démontrer que l'histoire en général montrait que le raisonnable ne l'emportait pas nécessairement à la longue quant au rationnel. Il est évidemment qu'une situation de paix serait à la fois rationnelle et raisonnable pour l'ensemble des acteurs, mais ils sont dans l'incapacité de le faire pour des multiples raisons qui renvoient aux questions de légitimité et qui renvoient à la puissance des affects qui sont à la fois engendrés par le conflit et qui sont cause du conflit. En tant que mouvement national, le sionisme ne pouvait réaliser la mobilisation politique du peuple juif qu'à condition de mobiliser les affects religieux du judaïsme. Sinon, il aurait pu faire un État dans le Kansas, comme on l'avait proposé à l'époque, mais ça n'aurait pas marché. Mais à partir du moment où l'État d'Israël ne pouvait se construire qu'en mobilisant les affects religieux du judaïsme avec une centralité sur la Terre sainte, le peuple élu, et ainsi de suite, on est passé de la situation où une certaine laïcité israélienne permettait la blague qui disait que la majorité des Israéliens ne croient pas en Dieu, mais croient que Dieu leur a donné la terre promise, à la situation où vous avez de puissants mouvements messianiques et religieux à l'intérieur d'Israël et du monde juif qui considèrent que l'abandon de la moindre parcelle de terre serait un désaveu du plan divin. Du côté palestinien, il y a un sentiment d'immense injustice qui a été créé dès l'arrivée du mouvement sioniste en Palestine à la fin du XIXe siècle et qui a été accentué par l'exode de 1948. Le sentiment de la justice, je dirais, c'est de la douleur gelée. Elle est là, elle est permanente. Et vous pouvez difficilement raisonner des gens qui portent en eux une telle douleur. Et donc ce conflit a d'autres dimensions. Il y a, je suis obligé de le dire, que quelque part il est, même si c'est politiquement incorrect, une guerre de religion, dans la mesure où les acteurs ont mobilisé des affects religieux, aussi bien musulmans que juifs, dans le conflit lui-même. Les hommes politiques étrangers, il n'y a pas d'intérêt. Franchement, les seuls qui pourraient avoir intérêt dans la poursuite du conflit, c'est des gens comme moi qui en font l'histoire, et éventuellement, évidemment, les marchands d'armes. Mais au-delà, non, c'est une gêne pour tout le monde. Mais on ne sait pas comment s'en sortir. Même si on a envisagé à certains moments entre 1999 et 2005 une solution politique relativement détaillée, mais dont on s'éloigne de plus en plus depuis 2005. Merci. Encore une question? L'éclairage des dimensions irrationnelles du conflit est assez intéressant lui-même. Merci. Ma question portait sur votre avis, en fait, c'est-à-dire quels sont les points de résistance qui vous paraissent aujourd'hui les plus durs
par rapport à, je dirais, l'ouverture vers une paix possible. Parce que même si elle est irrationnelle, il y a probablement, ça se focalise sur des points de résistance assez définis qu'il suffirait peut-être de faire sauter ou de mieux éclairer, je ne sais pas. Il y a les noyaux durs. Pardon? Il y a les noyaux durs. Et le noyau dur numéro 1, c'est Jérusalem. C'est pour ça que c'est là, sur Jérusalem, que Camp David II a échoué. C'est spécifiquement à Jérusalem même, à Hammé-Shérif, mont du Temple. On ne voit pas comment l'un pourrait céder par rapport à l'autre, parce que c'est absolument vital, existentiel, identitaire pour les deux acteurs. On ne voit pas quel compromis pourrait sortir. On va encore plutôt vers une aggravation ces derniers temps de la dimension religieuse sur les lieux saints, puisqu'il est de nouveau régulièrement question de savoir si on installe ou non un oratoire juif sur le haram shérif, nom du temple, ce qui évidemment, pour faire tout exploser, est la pire des choses à faire. Là, le second noyau dur, c'est 1948. Vous ne pouvez pas arriver à un règlement politique si on ne revient pas aux événements de 1948. Ça ne veut pas dire que ça implique un droit du retour des réfugiés palestiniens, mais cela veut dire, quelque part au moins, que l'on accepte de dire que cela a porté tort, que la création du mouvement sioniste a porté tort à la population arabe de Palestine. Mais du coup, vous retombez sur la question de la légitimité et du mouvement sioniste et des acteurs. C'est-à-dire, là aussi, vous retombez sur le douloureux, l'affect, l'identitaire, l'existentiel, alors que les diplomates ont toujours essayé plutôt de contourner ces dimensions que de les aborder. Certes, à Taba, pour la première fois en janvier 2001, la question était abordée, puisque le relevé de conclusion fait par Moratinos, le délégué européen, dit que les partis ne sont pas arrivés à se mettre d'accord pour l'édification d'un, c'est en anglais, d'un narratives, d'un récit sur 1948. Mais au moins à Taba, on a ouvert le dossier, mais on l'a refermé depuis. Bonsoir. Je voulais savoir, maintenant qu'on a un peu quitté l'ère des nationalismes arabes et qu'on voit tous les, enfin, pas encore, mais les régimes sunnites essayer de faire tomber les régimes chiites, est-ce que finalement Israël ne devrait pas avoir pour alliés ses ennemis qu'elle a eus dans le passé, c'est-à-dire l'Iran et le Hezbollah? C'est un peu polémique ce que je vais dire, mais Israël étant une minorité en cette région, finalement, elle devrait plutôt s'allier aux autres minorités à l'heure où tous les pays sunnites essayent de renverser les régimes chiites. Alors déjà, c'est une question récente, puisque quand je parlais de guerre froide arabe, on parlait à l'époque de progressistes et de conservateurs ou de réactionnaires. Ça paraît très has-been aujourd'hui, mais il faut imaginer un temps où les forces politiques arabes de la région ne s'exprimaient pas en termes religieux ni en termes confessionnels. Et ceci jusqu'à au moins l'horizon 1975, si ce n'est plus. Donc ça, c'est un premier élément. La notion de division sunnite-chiite, elle est née de la révolution iranienne de 1979. Ce que vous évoquez, c'est la fameuse tarte à la crème, qui n'est malheureusement pas une, de ce qu'on appelle l'alliance des minorités. Dans l'histoire du mouvement sioniste et des premières décennies de l'État d'Israël, un certain nombre de responsables israéliens, y compris de niveaux plus élevés comme Ben Gurion, ont projeté, ou Egal Alon, ont projeté ce qu'on appelait l'alliance des minorités,
c'est-à-dire de casser les États arabes voisins en poussant la création de mini-États confessionnels. Et à l'époque, dans les années 50, on avait en vue un État chrétien au Liban sur une dimension libanaise plus réduite et un État druze en Syrie. Il y a eu des projets israéliens, des discussions, ce qui a évidemment entraîné la panique du côté des États arabes extrêmement fragiles sur ce point. Du coup, l'accusation traditionnelle d'alliance des minorités, qu'on a retrouvée ensuite dans la guerre du Liban, en particulier en 1982, a été l'accusation mortelle de trahison pour les intérêts islamiques, nationalistes, arabes, etc. Ce qu'on en a aujourd'hui, c'est que malheureusement, dans le cadre du printemps arabe, le Hezbollah, avec l'Iran, s'est bien lancé dans la stratégie de l'alliance des minorités, en particulier dans la crise syrienne. Depuis 2011, on est vraiment dans une logique proclamée de l'alliance des minorités, dans laquelle Israël n'est pour rien, regarde avec inquiétude, etc. Mais l'enjeu de la crise syrienne est bien l'enjeu de savoir si cette alliance des minorités peut-elle fonctionner face à la majorité sunnite de la région. Le résultat est déjà 100 000 morts, ce qui au passage représente peut-être plus en 2 ans que le conflit israélo-arabe en 50. Voilà à peu près ce que je peux dire. Donc je ne pense pas qu'Israël cherche l'alliance des minorités aujourd'hui, mais Israël est très inquiet des développements d'aujourd'hui, ça incontestablement. Voilà, nous devons... Oui, mais j'avais dit non à plusieurs personnes, parce qu'on doit libérer la salle assez rapidement. J'aimerais encore vous remercier infiniment pour cette conférence magnifique.